Bienvenue dans notre émission depuis la belle cité portuaire de Hambourg. Des façades d'immeubles comme celle-là, des tuiles ou encore des tuyaux et des bacs à fleurs. À partir des années 60, un matériau presque indestructible a été intégré à plus de 3000 produits. Il s'agit de l'amiante. Mais il y a 40 ans, il a aussi été prouvé que l'amiante était cancérigène. Il est d'ailleurs interdit en Allemagne depuis 1993. Tout comme en France, qui a suivi 4 ans plus tard. Pourtant, il en reste en beaucoup d'endroits. Alors le danger lié à l'amiante est-il vraiment derrière nous ? Si cette poussière d'amiante est emballée hermétiquement, ce n'est pas pour rien. Le simple fait de l'inhaler peut entraîner de graves maladies, comme le cancer du poumon. Si l'amiante représente un tel danger, c'est aussi parce qu'il est difficile à déceler, car les minuscules fibres qui le composent sont invisibles à l'œil nu. Une fibre d'amiante 1000 fois plus petite qu'un cheveu humain. En traversant un nuage d'amiante, cette mouche a accroché de minuscules fibres encore plus petites que les facettes de ses yeux. Extrait de différents minerais à texture fibreuse, l'amiante est extrêmement solide et résiste à la chaleur ainsi qu'à l'acidité. À partir du milieu du 19e siècle, il a été utilisé dans toute l'Europe. Personne ne se doutait des risques qu'il comportait. Des travailleurs de l'amiante dans les années 70, en plein boom de la construction lors du miracle économique allemand. Ce qu'on considérait encore à l'époque comme une fibre miraculeuse était employé partout, dans la fabrication de tuiles ou de ciment, de matériaux isolants ou ignifuges. Très vite, la liste des produits contenant de l'amiante s'allonge. On en trouve dans le crépi, les carreaux de faïence, les isolants thermiques, mais aussi dans les revêtements de sol posés dans des milliers de cuisines européennes et même dans les cols ou les joints pour carrelage, et presque toujours de façon invisible. Sans le savoir, les ouvriers travaillant l'amiante respirent un véritable poison, jusqu'à 700 millions de fibres en suspension par mètre cube d'air, comme de minuscules aiguilles qui vont pénétrer au plus profond des alvéoles pulmonaires, forçant le système immunitaire à se défendre. Un combat qui va durer plusieurs dizaines d'années. Car au bout de 15 à 20 ans, les particules inhalées provoquent une inflammation et une fibrose des tissus pulmonaires. Les poumons se détériorent, respirer devient difficile. Voici par exemple un poumon atteint d'asbestose à un stade avancé, un cas très grave. On voit que les poumons semblent remplis de petits traits fins. Il s'agit de tissus cicatriciels. Cela signifie que le patient souffre d'une insuffisance respiratoire, que la quantité d'air pouvant être inspirée et expirée par ses poumons est restreinte. L'organisme manque donc d'oxygène. À ce stade, le patient ne peut même plus marcher 30 mètres à un rythme normal. Il a besoin d'un apport artificiel d'oxygène. Quand cette oxygénothérapie ne suffira plus, il aura besoin de nouveaux poumons. Et s'il ne reçoit pas de greffe, alors il mourra. Une mort par étouffement. Détecter la présence des fibres d'amiante est délicat à cause de leur extrême finesse. Pour ce faire, l'Institut pour la médecine du travail de Gießen recourt depuis des années au microscope électronique au lieu du microscope optique ordinaire. Mais la méthode est complexe. Avec la déshydratation et la lyophilisation, rien que la préparation des prélèvements dure plusieurs jours. Au final, il ne reste qu'une fine poudre avec peut-être des fibres d'amiante. Plus de 500 prélèvements ont été examinés par l'Institut au cours des dernières décennies. L'échantillon est placé dans le microscope électronique. Repérer les fibres est un travail de détective qui requiert de la patience et surtout de l'expérience. Dans 1 gramme de tissu pulmonaire, on peut tout aussi bien trouver 10 000 fibres que 100 000, ou alors une seule. Mais cela ne fait aucune différence, car même une seule fibre peut être fatale à long terme.
L'asbestose, la fibrose du poumon, n'est que l'une des affections possibles. L'amiante peut aussi entraîner l'apparition de tumeurs. La plèvre est normalement une fine membrane qui entoure le poumon. Si une tumeur s'y développe, le feuillet pariétal et le feuillet viscéral deviennent une masse tumorale épaisse d'1 centimètre. La tumeur va recouvrir tout le poumon sur plusieurs millimètres. Il se produit alors un épanchement grisâtre dans lequel le poumon va nager et se retrouver comprimé jusqu'à la taille d'un poing. Cela entraîne la mort au bout de 9 à 15 mois. Ce cancer est presque toujours mortel. Et il est sournois. La tumeur ne se développe qu'au bout de 25 ans ou plus, un quart de siècle après l'exposition aux fibres d'amiante mortelles. Tout cela est particulièrement angoissant. On inhale sans le savoir une substance qui nous tuera des années plus tard. On trouve encore des traces d'amiante dans plein d'endroits. Y compris dans des logements. Des locataires inquiets vont nous en parler. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère qu'on ne vous dérange pas. Votre association de locataires existe depuis déjà 20 ans. Michael Stein, quand le problème de l'amiante est-il apparu ici pour la première fois? C'était en 2007, au mois de janvier. Tout a commencé avec les conduits dans les salles de bain. Après les avoir photographiés, j'ai compris de quel type de conduit il s'agissait en faisant des recherches. C'est comme ça qu'on a su que ces conduits contenaient de l'amiante. Et qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? On ne nous dit rien. On nous sert de beaux discours. Nous relançons sans cesse, mais on nous envoie balader. Nous ne savons pas à quoi nous en tenir. Et vous, qu'en pensez-vous? Il y a partout une épaisse couche de poussière qui contient forcément de l'amiante issue des conduits qu'ils ont détruits. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est encore malade. Mais dans 30 ans, on meurt souvent d'une asbestose, puisque c'est mortel. Nous sommes dans l'un des appartements de l'immeuble concerné et nous allons nous imaginer que nous vivons ici. Difficile de savoir s'il y a de l'amiante et à quel endroit. C'est là qu'intervient un expert comme Dirk Albrecht, inspecteur pour TÜV Nord. Ça doit être lui. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Entrez. Merci. Bienvenue dans ma modeste demeure. C'est gentil. Dörte a fait le ménage exprès. Alors, par quoi commencez-vous? Il faut procéder de manière systématique. D'abord, j'observe le logement pour repérer les endroits susceptibles de contenir de l'amiante. C'est un immeuble qui date de 1973 et l'une des utilisations typiques de l'amiante dans ces années-là, c'était par exemple ces rebords de fenêtres en fibrociment. Si on regarde l'envers, on reconnaît bien la structure en nid d'abeille. Je suggère de mettre un autocollant de signalisation de présence d'amiante pour que la personne qui voudrait scier ou tailler ce rebord sache de quoi il s'agit. Je vais le coller en dessous. Où peut-on encore trouver de l'amiante ici? Je vais poursuivre mon inspection en continuant par exemple dans l'entrée. D'accord. On vous suit. Ce mur est une simple cloison. Sous le compteur, il doit y avoir des câbles qui passent dans une gaine. Donc, cette paroi pourrait contenir de l'amiante. Là, on a une salle de bain sans fenêtre.
Dans ce genre de pièces, il y a souvent des éléments préformés dans les conduits d'aération, comme celui qu'on voit là. Le conduit à l'intérieur pourrait être en fibrociment. Passons maintenant à la cuisine. On a là un mastic de fenêtre contenant de l'amiante. Ça sert à isoler? Oui, c'est un joint pour isoler la fenêtre. On en mettait parfois aussi pour sceller le cadre le long du mur. Ce matériau ne devient dangereux que si on le détruit, qu'on le perce, qu'on le lime ou qu'on le scie. Alors ça peut libérer une grande quantité d'amiante. Je n'ai pas l'impression que des travaux aient été faits ici, mais si c'était le cas, il faudrait procéder à une mesure de l'air de la pièce. Cet appareil mesure le taux d'amiante dans l'air une fois qu'il a été libéré. C'est un peu tard pour le bricoleur qui a déjà commencé ses travaux, non? C'est vrai, mais il vaut mieux faire une mesure que de continuer à vivre dans de l'air contaminé. Il est vraiment nécessaire de le faire dans ce cas-là. Mais si on sait à l'avance que le taux d'amiante sera élevé, alors il faut obligatoirement empêcher l'accès à l'appartement. Personne ne doit y entrer sans un masque de protection respiratoire. Ça n'a rien de rassurant tout ça. Surtout quand on sait qu'une seule fibre d'amiante peut abîmer nos poumons. Et si on en inhale trop, cela peut même entraîner une asbestose. Les conséquences de cette maladie, c'est un malade lui-même qui nous en parle. Quelques pas hésitants dans une nouvelle vie. Les poumons de Gerhard Schmelz ont été détruits par l'amiante. C'était au cours de son apprentissage il y a 50 ans. 15 petits mois qui ont bouleversé sa vie. C'était la deuxième année de mon apprentissage. À l'époque, quand on était apprenti, on nous confiait souvent les travaux dont personne ne voulait. On s'est retrouvés à deux à faire du flocage d'amiante sur des conduits d'aération. Celui qui m'a emmené faire ce travail avec l'amiante, ça fait longtemps qu'il est mort. En 2011, Gerhard Schmelz a reçu de nouveaux poumons, une greffe qui lui a fait gagner de précieuses années de vie. Mais ce temps, il l'emploie désormais à faire reconnaître son sort comme maladie professionnelle, ce qui lui est refusé. La caisse d'assurance maladie admet qu'il a été gravement exposé à l'amiante et malgré tout... Sur cette page, il constate la présence de fibres d'amiante dans 0,2 g de mon tissu pulmonaire. Mais d'après eux, ce n'est pas assez. Et dans la dernière phrase, en conclusion, ils estiment que ça ne suffit pas pour que mon asbestose soit reconnue. Une expertise que Gerhard Schmelz ne comprend pas. Tout ce qu'il veut, c'est la pension d'invalidité qui lui est due et la prise en charge de ses frais médicaux. Il va devoir plaider sa cause devant la justice. L'amiante pourrait faire jusqu'à 600 000 victimes en Europe d'ici 2030. Exemple à Landesbergen, près de Hanovre. De nombreux ouvriers ont déjà succombé après avoir travaillé dans la centrale électrique toute proche. Les survivants se retrouvent régulièrement au sein d'un groupe de soutien. Alfred Rabe était technicien de mesure et fier de travailler à la centrale, jusqu'à la mort de ses premiers collègues. Ces photos montrent bien l'intérieur de la centrale. Voilà le générateur, la turbine qui fonctionnait à la vapeur. La couche isolante était abîmée, elle tombait en morceaux. Comme cela dégageait de la chaleur et que l'amiante partait en poussière, quand le soleil brillait dans le hall des turbines, on voyait tout en bleu. Là, on voit des employés sans tenue de protection, sans aucun masque, qui sont en plein travail. Chaque mouvement soulevait de la poussière d'amiante. Donc toutes les personnes qui travaillaient dans le hall ou sur les turbines respiraient cette poussière dangereuse. On voit partout des morceaux d'amiante qui finissaient par tomber en poussière, que les employés présents inhalaient inévitablement. On évite d'y penser autant que possible. Mais parfois, quand on a soudain du mal à respirer, ou ce genre de choses, on prend quand même peur. 43 morts liés à l'amiante dans une commune de 3000 habitants. Le pasteur Andreas Dreyer est le premier à s'être étonné de tous ces décès dans sa paroisse.
Ici, presque chaque homme a travaillé dans la centrale, a été exposé à l'amiante et porte donc cette substance en lui. Ils savent que ce qui a tué tous les autres est aussi présent dans leur propre corps. C'est en 1995 que Gerhard Schmelz a ressenti les premiers effets de l'amiante dans son organisme. De la toux, des douleurs, des problèmes respiratoires, les médecins n'y comprenaient rien. C'est sa première visite avec le docteur Hans-Joachim Wojtowicz, spécialiste de l'amiante. Les experts de l'Institut de Gießen ont été les premiers à poser les bonnes questions, à remonter la piste de l'amiante. Leur analyse atteste d'une dose extrême d'amiante dans son corps à plus de 25 fibres par année. Personne ici n'imagine que ces souffrances ne soient pas liées à son métier. Mais Gerhard Schmelz est loin d'être un cas isolé. Le médecin spécialiste suit de nombreux malades. Chaque carton renferme un destin, souvent même le destin de toute une famille, si le mari ou l'épouse sont touchés eux aussi. Ce genre de procédure s'étire en général sur des années, voire des décennies, et va jusqu'aux plus hautes instances juridiques. Le problème, c'est qu'un patient atteint par exemple d'un cancer lié à l'amiante doit apporter lui-même la preuve de son exposition sur son lieu de travail 30 ou 40 ans plus tôt et dire de quelle façon il a été exposé. La quantité d'amiante, le type, la durée. Il doit donc aussi décrire les manquements aux obligations de sécurité qui étaient fréquents il y a 40 ans. C'est impossible à faire. 3 fois par jour, Gerhard Schmelz doit prendre de coûteux médicaments pour empêcher le rejet de ses nouveaux poumons par son système immunitaire. Les effets indésirables sont légion. Le moindre virus, la moindre infection peut lui coûter la vie. Une menace avec laquelle il devra vivre pour le restant de ses jours. Il ignore combien de temps il devra encore se battre pour que sa maladie soit reconnue. Certains amis et parents n'ont pas compris non plus. Personne ne comprend cette maladie puisqu'elle ne se voit pas. Une insuffisance respiratoire ne se voit pas au premier coup d'œil. Pourtant, j'arrivais à peine à marcher 10 minutes. Vous ne pouvez plus rien faire à ce stade. Vos forces vous abandonnent. C'est difficile à supporter. En mars 2013, le Parlement européen a voté une résolution invitant les États membres à ne pas faire peser sur les victimes de l'amiante la charge de prouver leur maladie. Mais pour Gerhard Schmelz, cela arrive trop tard. Vous qui êtes spécialiste, que pensez-vous de cette façon de régler le problème de l'amiante? Est-ce que notre pays le sous-estime? Non, je ne crois pas. C'est un sujet très sensible, parce qu'on ne peut pas goûter, toucher ou sentir l'amiante, qu'on ne sait jamais avec certitude s'il y a de l'amiante autour de nous. Il est vrai que certains sont enclins à sous-estimer le risque, en particulier lorsque de l'argent est en jeu pour une décontamination ou une rénovation. On ne sait pas si la loi est toujours bien respectée dans ces cas-là. Cet immeuble est en pleine rénovation, mais il est aussi plein d'amiante. Allons jeter un coup d'œil. Dans l'appartement de Michael Stein. Bonjour, entrez. Peut-on procéder à une rénovation comme ça? Le locataire habite sur place, alors qu'on sait qu'il y a de l'amiante. J'imagine que les éléments en fibrociment qui ont été retirés se trouvaient dans l'aération de la salle de bain. C'est ça. Si ces éléments ont été retirés sans avoir eu besoin de les détruire, on peut procéder ainsi. Mais la pièce doit être isolée. S'il a fallu mettre les éléments en pièces, ça ne suffit pas. Il faut alors prévoir au moins un autre sas à l'entrée de la pièce, qui doit être mis en dépression avant de pouvoir éliminer l'amiante. Le désamiantage est donc une procédure complexe qui entraîne un autre problème. Que faire ensuite de tous ces déchets pleins d'amiante? Le désamiantage d'un bâtiment.
des conditions de travail sous haute sécurité pour éviter toute exposition aux fibres microscopiques mortelles. Une telle rénovation coûte des millions d'euros, mais personne dans la branche ne veut donner de chiffres précis. Il suffit pourtant de voir les contraintes imposées pour comprendre pourquoi ces travaux reviennent si chers. Dans le local mis en dépression, l'équipe aspire les moindres restes d'amiante qui sont ensuite emprisonnés dans un filtre. Rien que dans ce bâtiment, 200 tonnes de déchets contenant de l'amiante ont été collectés, alors qu'un désamiantage a déjà eu lieu 15 ans auparavant. Chaque équipe travaille par intervention de 2 heures. Les obligations en matière de sécurité du travail sont drastiques. Un système de 4 sas est là pour empêcher que la moindre fibre s'échappe à l'extérieur. Dans les écoles, les vieux bâtiments rénovés ou les pavillons de jardin, l'amiante a été utilisée quasiment partout. À Berlin, on estime que 70 000 logements sont concernés. Intervention à Stuttgart avec l'entreprise Rados AG, spécialisée dans le désamiantage de bâtiments. Quand on commence une démolition, on ne sait pas où se trouve l'amiante. Pour tous les autres sites pollués, il existe un cadastre. Des documents indiquent si des substances comme des huiles usagées ou du mercure sont présentes dans le sol ou le bâtiment. Pour l'amiante, ça n'existe pas. En cas de suspicion, il faut donc prélever des échantillons et procéder à une recherche de fibres. Avant, on ne s'embarrassait pas de tout cela. Aujourd'hui, on sait qu'on trouve encore souvent des plafonds pleins d'amiante. Avant, pour ne pas avoir à démonter ces plafonds, on les isolait simplement. On installait un plafond suspendu par-dessus, scellé avec du silicone ou un autre matériau, pour qu'aucune poussière ne puisse y entrer ou en sortir. Ainsi, l'amiante restait cachée et on faisait comme s'il n'existait pas. Les ouvriers ont reçu une formation spéciale au désamiantage. L'enfilage des tenues de protection est compliqué et prend du temps, mais cela peut leur sauver la vie. Car le risque zéro n'existe pas. Même si le désamiantage méthodique est désormais la règle, des fibres d'amiante peuvent toujours être libérées. C'est une procédure très minutieuse. C'est difficile de démonter des éléments en fibrociment sans faire de dégâts. Mais il ne faut pas croire que, comme dans le démolissage classique, on utilise des masses, des burins et des engins de chantier. Nos employés utilisent principalement des visseuses sans fil, des aspirateurs et des produits pour lier les fibres. Le traitement des déchets d'amiante est particulièrement problématique. L'amiante résiste à la chaleur jusqu'à 1000 degrés, aux acides faibles ainsi qu'à de nombreux produits chimiques. Il ne rouille pas et la finesse de ses fibres lui confère une très longue durée de vie. Avant leur stockage, il faut donc préparer ces déchets. L'amiante non friable est enduit d'un produit liant les fibres, puis est conditionné et clairement identifié. L'amiante friable est d'abord transformée en amiante non friable. On plonge les éléments dans du béton liquide qu'on laisse ensuite durcir. Les fibres miraculeuses d'autrefois finissent leur vie dans des sites de stockage spéciaux identifiés comme déchets dangereux. Mais on ignore s'il y aura assez de place pour tous ces déchets dans les prochaines années. Car d'ici 2023, l'Europe doit être débarrassée de tout son amiante qui retournera là d'où il est venu, sous terre. Quand on fabrique un produit, on se préoccupe rarement de ce qu'il adviendra de lui en fin de vie. Bien sûr, je n'approuve pas le fait que l'amiante soit enterrée en décharge, mais il n'y a pas d'autre solution. Les vestiges d'une grande erreur et un problème qui reste à régler pour les générations à venir.
Une fois qu'il a débarrassé le plancher après tous ses travaux, l'amiante retourne donc sous terre. Mais il ne redeviendra pas poussière pour autant, car le mot amiante vient du grec asbestos, qui signifie indestructible par le feu. Voilà le genre de matériau miracle qu'on aurait mieux fait de ne jamais découvrir. Avec une telle vue depuis son appartement, on oublie vite le danger qui peut se cacher à l'intérieur. Alors avis aux bricoleurs, en cas de doute, lâchez tout et faites appel à des spécialistes. À la prochaine. Salut. Au revoir et restez curieux.